sur Hélène Fischer. Donc Hélène Fischer nous vient de Nancy. Et elle travaille sur le nanomagnétisme aussi, puisque, comme Vincent Repin. Et en fait, sa grande passion depuis quelques temps, c'est la vulgarisation. Et donc elle a monté l'exposition Palais de la Découverte en 2017. Et à l'occasion de cette exposition, ainsi que d'autres activités de vulgarisation, elle a eu le prix Louis Perrin, bon je crois, Jacques Perrin, pardon. Jean Perrin. Jean Perrin, le physicien, merci. Et donc, voilà, donc, Hélène est passionnée par cette vulgarisation. Et aujourd'hui, elle va nous parler de le magnétisme pour écrire l'information à l'échelle de l'infiniment petit. Voilà, bah Hélène, je te laisse la parole pour 40 minutes. Et tu poseras les questions. Vous pouvez m'applaudir maintenant et après. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du magnétisme à l'échelle du tout petit pour écrire l'information. Alors, je viens comme bien Aristote, moi je viens de Nancy, je viens de l'Institut Jean Lamour. Alors, l'Institut Jean Lamour, c'est un gros labo, là, et vous voyez ici, tout gros là, qui est installé dans la ville à Nancy, qui vient d'être construit, qui est tout neuf, et qui. Ah, pardon, excusez-moi, ça marche ça ? Oui, ça va marcher. Et qui a pour objectif de travailler le matériau. Alors, communément, on dit de l'atome à la tonne. C'est un peu pour rigoler, c'est pour dire à toutes les échelles, à l'échelle du tout petit comme à l'échelle du tout grand. Évidemment, moi, je vais plutôt vous parler de l'échelle du tout petit. Alors, cette tradition, ouais, donc c'est un gros labo, bon, ça, je vais passer. Cette tradition matériaux à Nancy, elle nous vient de notre histoire locale. En particulier, vous avez déjà tous pu entendre parler de la place Stanislas à Nancy et de Ségris. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Jean Lamour? Eh bien, justement, en hommage à ce monsieur qui est à l'origine du fer forgé recouvert de couches d'or des grilles de la place Stanislas. Alors, on retrouve tout là-dedans, parce que fer forgé, ça veut dire travail du matériau dans ce qu'il a de macroscopique, c'est-à-dire d'épais. C'est le travail du fer, c'est la sidérurgie, c'est toute l'histoire de la Lorraine. Et en même temps, c'est recouvert d'or. Alors, les couches d'or de l'époque, elles étaient infiniment fines à l'époque. Aujourd'hui, elles nous paraissent épaisses. Mais enfin, ce sont des couches. Ce sont des couches minces quand même, qui sont de l'ordre du micron, quelque chose comme ça. Et donc là, vous retrouvez toute l'histoire de notre région et de notre labo à travers ces grilles et le nom qu'a pris le labo. Voilà. C'était juste pour vous mettre un peu... pour vous expliquer que ce n'est pas un hasard qu'on travaille là-dessus et qu'on, c'est ce que je viens de dire là, et qu'on travaille là-dessus et qu'on s'appelle Institut Jean Lamour, alors que Jean Lamour, personne ne le connaît a priori en France. Voilà. Et donc, là c'est un petit rappel sur les échelles. Donc, on va travailler à l'échelle du tout petit. Alors, on va travailler dans le laboratoire, puisque moi je vais parler du stockage de l'information à l'échelle du très petit. Je vais donc parler de couches minces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de couches minces? Donc là, j'ai fait un petit rappel. Le mètre, le 100 mètres, c'est la plastane, le labo. L'humain, c'est à peu près le mètre. Le 10 mm, ça va être la mouche. Le 100 micromètres, ça va être à peu près le diamètre des cheveux. Le micromètre, ça va être à peu près l'épaisseur des couches d'or sur les ferronneries de la place Stanislas. Là, on commence à devenir plus petit. On divise là par 100. On arrive au brin d'ADN. Et puis là, on divise encore par 100. Et on arrive à la taille d'un atome. D'accord? Un atome, alors c'est même pas la particule élémentaire, l'atome. C'est un atome, il n'est pas du tout dessiné à l'échelle, celui-là. C'est un noyau qui est encore 100 000 fois plus petit que le rayon de l'atome, et des électrons encore beaucoup plus petits qui gravitent autour, en fait, dans le vide, finalement. Donc, en un atome, c'est quasiment que du vide. Et nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est d'une part aux atomes pour fabriquer des nouveaux matériaux, c'est ce que je vais raconter maintenant, et en plus, on va aussi s'intéresser aux électrons, parce que c'est eux qui sont les acteurs et les grands responsables du magnétisme. Donc, quand je vous dis que je vais vous parler d'infiniment petit, j'espère que vous vous en rendez compte. Voilà. Alors, on va fabriquer des nouveaux matériaux dans notre labo en essayant de les construire couche atomique par couche atomique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça et pourquoi on fait ça? Alors, c'est pas facile de construire des matériaux, parce qu'on part de rien et on fait pousser du matériau à l'échelle de l'atome.
Alors pour ça, on a besoin d'un instrument qui est absolument terrible. C'est ce qu'on appelle le tube dôme. Alors c'est une grosse infrastructure qui a été construite il y a... il était tout neuf notre labo, hein, et ça a 2-3 ans seulement. Et qui est une plateforme de 40 mètres de long. Alors si je vais passer au schéma, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Vous voyez, c'est 40 mètres de long dédié à la recherche fondamentale, 30 mètres à la recherche plus appliquée. Et quelle est l'originalité de ces 30 mètres? C'est qu'elles vont relier entre elles plein de machines dans lesquelles on va pouvoir faire pousser ces nouveaux matériaux, couche par couche, couche atomique par couche atomique, dans l'ultravide. C'est-à-dire que là, tout l'équipement en question de 40 mètres de long est sous ultravide. Ça veut dire quoi? Alors, l'ultravide... Tiens, j'ai pas loupé un transparent, là? Non, j'ai pas loupé un transparent. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ultravide? Alors, l'ultravide, c'est... Il faut en parler. Notre pression atmosphérique, c'est un bar dans les unités adéquates. Ça s'exprime en pascal et c'est 100 000 pascal. Et je vais rester en bar parce que c'est plus simple. On sait que la pression atmosphérique, c'est un bar. Pour fabriquer de l'ultravide, on va pomper jusqu'à un dixième de milliardième de millibar. Alors c'est terrible, hein? Et c'est pourtant l'ingrédient essentiel de cette croissance. Ça veut dire qu'on va travailler à une pression plusieurs milliards de fois plus faible que la pression atmosphérique. Et c'est en fait la pression qui existe entre la Terre et la Lune. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est lourd, techniquement parlant, fabriquer ça, c'est vraiment très nul. Hein. Et bien pourquoi? Eh bien d'une part parce qu'on veut être dans un environnement extrêmement pur et éliminer toutes les impuretés, mais aussi on veut parfaitement contrôler la trajectoire de tous les atomes que l'on dépose. Et il se trouve que quand on travaille à la pression atmosphérique, si j'évapore un atome, comme une balle, quoi, eh bien, en fait, au bout de 50 nanomètres, donc 50 nanomètres, c'est un cinquantième de micromètre, elle va rentrer en collision, cet atome va rentrer en collision avec un autre atome. Autrement dit, on va se retrouver dans un jeu de billard qui fait que tous les atomes vont rentrer en collision les uns avec les autres et on ne va plus rien contrôler du tout. Donc pour pouvoir parfaitement contrôler la trajectoire des atomes et faire pousser des monocristaux en fait, donc avoir de la cohérence cristalline, on va travailler sous ultravide et là, quand on va évaporer des atomes, chaque atome va pouvoir traverser environ 1000 km avant de rencontrer un autre atome. Autrement dit, une distance infinie. Donc finalement, les atomes ne vont jamais se rencontrer et ils ne vont jamais rencontrer les parois de la gamète. Autrement dit, quand on va évaporer des atomes, ils vont partir en ligne droite, comme quand on fait du Karcher dans son garage, quoi, tout droit. D'accord? Et donc comme ça, on va évaporer très lentement aussi, pour parfaitement maîtriser toute notre croissance. Alors, comment on fait? Je pensais qu'il démarrait tout ça, mon truc, là. J'ai oublié de démarrer automatique, d'accord. Alors, il me fait quoi, là? J'ai oublié de mettre plein d'écran. Bon, c'est pas grave, vous voyez en pas plein d'écran, mais c'est pas grave. Alors là, on a mis un drone dans notre salle pour que vous vous rendiez un peu mieux compte de ce dont je parle. Parce que, voilà, donc vous voyez, alors le tube, là, il est là, il n'est pas très gros en fait. Bah oui, il est vide. Hein, parce que et grâce à ce tube, on va pouvoir connecter entre elles plein de machines de croissance dans lesquelles on aura des matériaux différents pour pouvoir à peu près construire tout ce qu'on veut. Et des machines d'analyse, évidemment, parce que l'analyse, c'est une vraie question. Quand on travaille à des échelles aussi petites, si on n'a pas de moyens d'analyse, on raconte n'importe quoi. Okay, on ne sait pas ce qu'on fait. Et alors, évidemment, vous voyez bien, on a chaque fois les machines qui sont construites perpendiculairement à ce tube. Alors là, ce tube, c'était, quand il a été construit en 2017, c'était le plus grand équipement du monde pour construire des nouveaux matériaux. Et maintenant, c'est le troisième, après la Chine et les États-Unis. Voilà. Donc ça reste notre première Europe. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va jouer avec les matériaux comme on joue avec des Legos. Simplement, nos Legos à nous, ce ne seront pas ceux-là, ce seront ceux-là. Voilà. Alors, on a 100 briques de Lego différentes qui sont rangées dans nos machines, dans nos chambres de croissance que vous avez vues sur le film. Sont bien organisés. Tous ces matériaux sont organisés. Ils n'habitent pas tous dans la même chambre, bien sûr, parce que certains réagissent avec d'autres. Donc, il faut bien les séparer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chambres et c'est pour ça qu'on les a fait communiquer avec le tube, par le tube. Et donc, on va s'arranger pour travailler chacun de ces éléments individuels. Et pour faire quoi? Eh bien, pour les organiser autrement que ce qu'ils ne sont dans la nature.
Parce que c'est de l'organisation de ces atomes à l'échelle du tout petit que naissent les propriétés à l'échelle du 1 de notre vie. Alors le meilleur exemple à citer, c'est celui du carbone. Si je prends des briques noires, des atomes de Lego noirs, je les organise entre eux, ben voilà, je peux fabriquer des objets différents, un chat, un sac ou je sais pas quoi. On ne va pas dire qu'ils auront des fonctionnalités vraiment différentes, ces objets. N'empêche que si on fait la même chose avec des atomes de carbone et qu'on les range autrement, eh bien on va fabriquer des fonctionnalités, des propriétés à l'échelle de notre vie qui sont totalement différentes. Si on les met en plan comme ça va faire du graphite, c'est l'analyse de crayon. Si on les met en structure très bien organisée, en structure diamant, on va fabriquer le diamant. Si on les range autrement, ça va faire du charbon. Si on les range en fullerène, on va fabriquer ce matériau-là qui est très utile. Et là, on va fabriquer de la fibre de carbone qu'on va retrouver dans les objets de haute technologie. Donc vous voyez que tout ça, toute la composition de tous ces objets, c'est carbone 100%. Et pourtant, on a bien des fonctionnalités et des propriétés très différentes. Et bien nous, on va faire pareil. Pourquoi? Parce que je vous vois étonné. Ben, pourquoi? Parce que ces atomes de carbone, ils sont rangés autrement à l'échelle de l'infiniment petit, de l'atome. Ça veut dire qu'on est des orfèvres qui allons jouer avec nos petits atomes comme ça, et on va les organiser autrement que ce qu'ils sont dans le matériau massif. Et là, les gens du carbone, eh ben, ils ont fait comme nous, et au départ, dans la nature, on trouve du carbone comme ça et comme ça. Et bien eux, en continuant à jouer, ils ont fabriqué du carbone comme ça et comme ça. Mais vous voyez, rien que la nature, elle a déjà joué avec ces atomes de carbone au fil des millénaires. D'accord? Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les propriétés de notre vie, on les fabrique à l'échelle du nanomètre. Et c'est pour ça qu'on a ces machines de croissance, c'est pour fabriquer des nouveaux matériaux en jouant, en faisant pousser les atomes autrement que ce qui sont dans une autre structure de celles qui sont dans la vraie vie. Là, l'image là, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on ne va pas jouer, nous, qu'avec un matériau. Alors là, mon image d'avant, c'était le carbone. Moi, je pourrais vous dire, comme je vais faire du magnétisme, vous pourrez imaginer que je joue qu'avec du fer. Eh bien non, on ne va pas jouer qu'avec du fer. Parce que si on s'amuse à empiler des atomes, comme on empile des Legos de couleurs différentes, eh bien on va fabriquer des objets qui auront encore plus de possibilités de fonctionnalité que si on reste tout le temps sur le même matériau. On va aller encore plus loin dans la démarche. Et ça, grâce au tube, grâce à l'ultravide, grâce à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va arriver à le faire de façon quasi parfaite. Par exemple, là, vous avez des photos de microscopie où on voit à l'échelle atomique, là, en blanc, ce sont les atomes, et vous voyez qu'on est arrivé à faire croître des atomes, là c'est de l'aluminium et au-dessus c'est du titane, donc c'est même des matériaux différents, sans pour autant casser la cohérence cristalline dans la croissance. Donc on va fabriquer des monocristaux qui contiennent des atomes différents et qui sont rangés par couches les uns par rapport aux autres. C'est pas de l'alliage, hein, surtout pas. D'accord? Alors, comment on va faire? Eh bien, quand on est dans l'une de ces machines, comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans mon petit film, vous voyez, les machines, c'est comme ça, des petits bouts, comme ça. Et puis, sous ultravide, bien sûr, puisque c'est l'ingrédient numéro 1. Et puis, on va avoir des espèces de creusets, c'est comme des petites casseroles, si vous voulez, dans lesquelles on va mettre là, de la poudre de fer, là, de la poudre de cobalt, là, de la poudre de nickel, n'importe quoi. Et quand on va les chauffer, eh bien, d'abord, on va partir de poudre de fer, ensuite on va fabriquer du fer liquide, bien sûr, et puis tout d'un coup, on va fabriquer du fer vapeur, et on va avoir la vapeur de fer. Et la vapeur de fer, on ne va pas du tout l'avoir à la même température que à la pression atmosphérique. Vous voyez, c'est écrit sur le transparent d'après. Vous voyez, le fer, à la pression atmosphérique, il s'évapore, il fabrique de la vapeur à 2900 degrés, autrement dit, c'est rare qu'on atteigne cette température. Mais quand on est sous ultravide, ben à 1300 degrés déjà, parce que c'est les règles de la thermodynamique qui sont derrière tout ça, il s'évapore. Et 1300 degrés, c'est une température qu'on peut atteindre, quoi. D'accord? Voilà, alors ça c'est une vraie machine. L'autre c'était un dessin. Mais c'est là. Mais c'est pareil, en fait j'ai enlevé des tuyaux quoi, pour faire mon dessin. Ouais, il faut des tuyaux pour refroidir, il y a plein d'électricité, voilà, c'est compliqué. Mais en fait, si on enlève, si on regarde la subscientifique moelle de l'histoire, eh ben, c'est ma machine d'avant, hein. C'est ça. Et alors, on ne va pas évaporer tous les matériaux en même temps, ça serait de l'alliage, ça ne nous intéresse pas du tout, parce que là on ne contrôle rien du tout. Ni la structure, ni la composition, ni rien. Or nous, on veut faire un truc où on contrôle tout. Donc on va plutôt rester bien avec nos Legos élémentaires, c'est-à-dire nos corpures de la classification, bien rangés dans des cellules particulières,
les uns dans une chambre comme ça, les autres dans une autre. Alors il y en a une qui va être dédiée aux semi-conducteurs, l'autre elle est dédiée aux métaux de transition, l'autre elle est dédiée aux oxydes, l'autre elle est dédiée aux fer rares, l'autre elle est dédiée, etc. On les range parce que sinon ils interagissent entre eux, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans, dans le même cylindre. Et ensuite, l'échantillon il va passer d'une chambre à l'autre grâce au fameux tube sous ultraviolet. C'est un peu comme une autoroute si vous voulez votre tube, mais on reste sous ultraviolet. Et donc, on va pouvoir faire de la croissance couche par couche, tout en conservant la cohérence cristalline, c'est-à-dire en fabriquant un monocristal quand même. Voilà. Alors, on a des techniques d'analyse, hein, parce que sinon, comme je vous ai dit, on va rencontrer n'importe quoi. Là, par exemple, j'en ai illustré, mais il y en a plein d'autres. C'est juste, par exemple, ça, c'est une technique d'analyse qu'on peut faire pendant la croissance. Pendant qu'on est là pour le faire et qu'il vient se déposer sur notre substrat. Notre substrat, c'est un petit... Voilà, attendez, j'en ai un là. Ouais, ça fait pas flipper, quoi. Hein, c'est pas joli. Hein, vous voyez, au départ, c'est un petit machin comme ça, un peu translucide, parce que souvent c'est de l'oxyde de magnésium, c'est translucide là. Et puis, quand je dépose du métal dessus, je peux plus vous dire ce qu'il y a sur celui-là. Mais en fait, ça fait toujours un effet miroir. Donc on voit pas un échantillon qui est fait, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans à l'œil nu. Il faut faire une technique d'analyse parce que tout métal a un reflet miroir. Voilà. Et alors, pour savoir si on est monocristallin, voilà, par exemple, on fait de la diffraction de rayons X, diffraction d'électrons, pardon, en cours de croissance, et ce type d'image, alors je ne vais pas expliquer ce que c'est parce que c'est vraiment compliqué, ça nous permet de savoir que là, on est monocristallin. Dès qu'on perd le monocristallin en cours de croissance, eh bien, on n'a plus ces belles lignes de diffraction. On aura, si on est polycristallin, c'est-à-dire qu'on a, on casse, on n'est plus sur un seul cristal, on fait plusieurs cristaux, on aura une structure en point. Puis si on fait du Nutella, parce qu'on a carrément tout perdu et qu'on est à mort, on aura un fond diffus. Donc si vous voulez, c'est tout de suite on le sait. Si on a du fond diffus, on arrête, on ne continue pas notre manip, quoi. On va se coucher, c'est bon. Bah oui, c'est tout de suite qu'on a la réponse. Et alors ces oscillations, c'est assez remarquable, parce que vous allez me dire, une question qui se pose. Moi je vais vous dire qu'on dépose couche par couche, mais je vais vous dire qu'on est capable de dire qu'on fait un plan de fer, 2 plans de fer. Vous vous rendez compte? Un plan de fer, un plan atomique de fer, mais c'est quoi? C'est 2 angstroms. 2 angstroms, c'est 0,2 nanomètres, donc 0,2 milliardième de mètre. Comment est-ce que je peux prétendre que je dépose que ça? C'est quand même un truc de ouf, quoi. Alors on a des techniques, et en plus en cours de croissance, parce qu'il faut qu'on les calibre nos couches, parce que en fait, l'effet qu'on veut avoir, eh ben, on l'aura par exemple pour 3 couches de fer, et pour 4 couches, on l'aura plus. Donc si on n'est pas capable de savoir qu'on dépose 3 couches ou 4 couches, on est mort. D'accord? Et donc, là, par exemple, c'est une technique d'interférence, enfin, un effet d'interférence au niveau des électrons sur les couches qu'on dépose, qui fait que, vous voyez, c'est un graphe de l'intensité pour tout ça en fonction du temps. Et vous voyez, c'est une magnifique oscillation qui nous dit qu'on a une oscillation chaque fois qu'on a une couche pleine. Donc il suffit de mettre son chrono, et puis là, vous voyez, on a la période, c'est facile à mesurer, c'est 10 secondes. Ça veut dire qu'on a réglé notre source de fer, pas trop chaude pour qu'elle évapore pas trop vite, pour que les atomes, quand ils arrivent sur l'échantillon qu'on veut faire, ils aient le temps d'aller se mouvoir pour aller se mettre à la bonne place pour construire le monocristal. Donc on dépose toujours un plan atomique en 10-15 secondes. Vous vous rendez compte, c'est terriblement lent. 2 dixièmes de milliardième de mètre en 15 secondes. Vous vous rendez compte de la quantité de matière qu'on dépose? C'est 3 fois rien en fait. Hein. Mais c'est sûr qu'en fait, pourquoi on dépose si peu? Et bien parce qu'en fait, on veut que le fer qui est déposé, il épouse un peu la structure du matériau qui est en dessous. Donc qui construit, comme le fer du massif. Donc ça veut dire qu'on aura des distances entre les atomes interatomiques qui seront un peu différentes, une symétrie qui sera un peu différente, tout ça un peu différent, parce qu'on va obliger le fer à s'organiser un peu autrement. N'empêche que si je fais pousser beaucoup avec cette contrainte, et ben la contrainte elle ne va pas rester. Le fer il va relaxer, puis sur les 2 plans ou 3 plans bien contraints, puis après les autres, ce sera le fer massif, quoi. D'accord? Donc on est obligé d'être très très fin si on veut contraindre le matériau à pousser comme ça. Voilà. Et donc on mesure par des techniques indirectes mais extrêmement performantes la quantité de matière qu'on dépose et on la mesure au plan ferré, en cours de croissance. Donc voilà. Et alors, on arrive à favoriser des croissances. C'est ça qu'on veut. C'est surtout pas ça. Ça, c'est des algues, c'est humide.
Alors, vous voyez ces espèces de pics comme ça. Vous voyez là, la hauteur c'est 5,5 nanomètres, donc c'est énorme. Hein. C'est comme ça, des pics énormes. Et là, j'ai 0,2 nanomètres d'épaisseur. J'ai des espèces d'alvéoles comme ça. Vous voyez, j'ai que 3 couleurs. Le bleu foncé, le bleu turquoise et le vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai que 3 plans qui sont commencés en même temps. C'est-à-dire que je suis quasiment plan par plan. Je ne fabrique pas les algues, parce que si je fais des pics comme ça, eh bien, il n'y aura pas de cohérence cristalline, au final, entre le cristal qui est en train de pousser là et celui qui est en train de pousser là. C'est pas possible, ils ne se connaîtront pas, les deux pics-là. Et c'est ce qui se passe là. Alors que si je veux avoir la cohérence cristalline sur tout mon échantillon, eh bien, vous voyez là, j'ai quand même une échelle de 100 nanomètres, c'est beaucoup, quoi. Hein. C'est 0,1 micron, ça. Eh bien, je construis très lentement mon échantillon, je le fais tourner au moment de la croissance, et quand je me débrouille bien et que je fais tout bien mon travail, j'arrive à faire une croissance plan par plan. Et cette photo de microscopie vous le montre, c'est plan par plan. Finalement, on n'a que 3 plans commencés en même temps, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Et alors, en travaillant propre comme ça, même le propre à l'échelle atomique, là c'est une plus grosse résolution, et ben on arrive à fabriquer des empilements comme ça. C'est ceux-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous voyez, là, c'est l'oxyde de magnésium. Ça, c'est le support de base, comme celui que j'avais montré tout à l'heure. Et là, on a déposé une couche de fer vanadium. Ensuite, une toute petite couche d'oxyde de magnésium. Ensuite, du fer cobalt. Et ensuite, on recouvre toujours par une couche d'or ou de platine, un truc pour faire que ça ne s'oxyde pas quand on sort à l'air. Et si je fais le zoom sur la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire la zone utile de mon échantillon, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, c'est une structure qui est propre, quoi. Là, c'est à l'échelle atomique. Là, on voit du fer, de l'oxyde de magnésium et du fer. Et on a quelques plans d'oxyde de magnésium, alors qu'en plus, c'est un oxyde de magnésium. Donc, a priori, pour les métaux, bof. Hein. Mais là, on arrive à rester cohérent, en cohérence cristalline, et à faire que l'ensemble forme un monocristal. Et on va voir, c'est cette structure-là qui est extraordinaire, et dont je vais vous parler au sujet de l'enregistrement magnétique. Je vais y revenir. Hein. Voilà. Alors, en travaillant propre comme ça, eh ben, on est arrivé à faire une révolution. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais parce que ces techniques, elles ont vachement évolué depuis les années techniques de croissance, comme ça, je crois que ça a commencé en 60-70, mais bon, ça n'a cessé de faire des progrès sur la qualité du vide, la qualité des équipements, la qualité des analyses. Et c'est comme ça qu'on est passé de la préhistoire à ici à peu près, grâce aux techniques de dépôt sous ultraviolet de matériaux cohérents, cristallographiquement parlant. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on est rentré dans ce monde qui est complètement fou et qui est le nôtre, qui est celui du stockage de data à gogo. Alors là, j'ai mis le camembert de 2021, qui est le bilan comptable de toute la quantité de data échangée selon les outils utilisés. Mais ce qui est important, c'est de voir que en 2006, alors on avait stocké, bon ça, 161 exabytes, je ne vais pas le dire parce que on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. En fait, c'est 3 millions de fois la totalité des informations contenues dans l'ensemble des livres jamais écrits. Ça, c'était 2006. 3 millions de fois les datas enregistrées dans tous les livres jamais écrits. Et en 2010, on avait déjà augmenté d'un facteur 100. Et entre 2010 et 2020, on a multiplié par 40. Et là, on peut dire qu'actuellement, 90% des données dans le monde ont été générées durant les 2 dernières années. Voilà, c'est ça notre nouveau monde. Et c'est pas fini. Parce que demain, ça sera l'Internet des objets. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai qu'un téléphone et un ordinateur qui communiquent entre eux et qui génèrent de la data entre eux. Mais demain, j'aurai ma montre, j'aurai mes baskets qui seront connectées, j'aurai mon frigo qui sera connecté, j'aurai ma voiture qui sera connectée, j'aurai tout qui sera connecté si on lit ce qui se trame derrière ce qu'on nous raconte. Les prévisions, c'est qu'en 2025, on aura 80 milliards d'objets connectés. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est pour moi. Mais en 2020, on est 7,6 milliards d'individus. En 2025, on sera plus. Donc, c'est une explosion qui est sans nom. Et puis les objets
objets connectés, ça concerne tous les secteurs. Je veux dire, même par exemple l'agriculture. Enfin là, j'ai mis plein de secteurs, je ne vais pas tout raconter, mais par exemple, même l'agriculture. Là, par exemple, les vaches, on leur met un machin dans l'oreille, un capteur dans l'oreille, et on n'a même plus besoin de les mettre dans un enclos qui est fermé. Elles sont localisées GPS pour qu'on l'agriculteur, il sache exactement où ça. Oui, mais alors tout ça, ça veut dire quoi? La voiture connectée, c'est pareil. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on génère de la data, mais en permanence, quoi. Ça veut dire qu'on la stocke quelque part. Il y a un endroit où elle est. Quand je fais un mail, quand j'envoie un tweet à je sais pas qui, enfin, quand je fais un message sur Twitter, quand je fais un messenger à mes enfants, je sais pas quoi, l'information, elle est quelque part, en fait. Elle est où? Elle est dans le cloud, on nous répond. D'accord? Et le cloud, c'est quoi? Et le cloud, c'est des data centers. Des data centers qui sont installés où? Dans les zones très froides du globe, si possible, le plus près possible du pôle. Pourquoi? Parce que ce sont des centres qui sont infiniment grands. Regardez, ça, c'est la taille d'un camion. Ok? Donc, vous faites la règle de 3 et vous verrez à peu près la taille. Qui consomment énormément d'énergie, donc qui ont un pouvoir chauffant qui est absolument énorme, et donc il faut refroidir. Évidemment, c'est plus facile de refroidir quand il fait froid que quand il fait chaud. Donc on va les mettre dans ces endroits-là. Et dans les data centers, il y a quoi? Il y a des armoires, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'armoires qui ressemblent à celle-là, dans lesquelles on trouve quoi? Des disques durs. Des disques durs. En fait, l'outil de stockage majoritaire sur la planète, c'est encore, j'allais dire encore, celui-là. C'est-à-dire que nous, en tant que particuliers, on a l'impression, des fois, qu'il devient désuet, et puis qu'il y a d'autres formes de mémoire, des SSD ou d'autres qui apparaissent. Alors oui, c'est sûr. Par exemple, dans le smartphone, on a aussi de la mémoire, mais on n'a pas un disque dur. On a d'autres formes de mémoire, en particulier de la mémoire qui est construite sur le courant, c'est-à-dire la charge de l'électron. Ça, c'est les mémoires SSD. Mais c'est une mémoire qui, économiquement parlant, et si on fait le rapport, alors, poids, prix, durée de vie, quantité de data stockée, n'est pas rentable par rapport à ce système-là, qui est un moyen pérenne, parce que même non alimenté, une information stockée magnétiquement sur un disque magnétique est conservée. D'accord? Donc c'est à cet objet-là qu'on va s'intéresser sur la suite de l'exposé, puisque finalement c'est lui le grand responsable de ce fameux monde dans lequel on vit, et de cette explosion des datas. Parce que si le stockage n'était pas possible là-dessus, on n'en serait pas là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a sur un disque dur? Alors déjà, un disque dur, c'est fait de 3 choses qui sont importantes. C'est le disque. Alors le disque, là c'est un vieux truc que j'ai. J'en ai que 2 des disques. Vous voyez, c'est un machin en verre avec un dépôt métallique magnétique dessous. Mais là, j'en ai que 2. Dans des disques durs performants comme ceux qu'on doit y avoir là-dedans, il y a 10 disques, 15 disques, 20 disques, tant qu'il est, peut-être sûrement plus. Et donc c'est écrit dessous. D'accord? Et puis il y a un bras. Vous voyez, là, c'est bras. Au bout duquel il y a une tête d'écriture et une tête de lecture. Alors c'est tout petit, on ne peut pas le voir à la limite. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Finalement, c'est un support, un médium, une tête d'écriture et une tête de lecture. Et comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Parce que c'est des progrès technologiques qui se cachent là derrière. Qu'est-ce qu'on a fait en 60 ans pour arriver à cet objet et cette explosion des datas? Alors, si on regarde ce qu'il y a sur un disque, on prend son microscope, on va voir, et puis on voit que l'information magnétique, elle est stockée un peu comme sur un disque vinyle, avec une organisation en spirale comme ça, et qu'on arrive à trouver des tout petits domaines que j'ai dessinés dans des couleurs différentes pour indiquer que, en fait, ils correspondent à des orientations magnétiques différentes. En fait, le stockage, il va se faire de façon binaire, avec un code binaire, parce que n'importe quel nombre, code, chiffre, n'importe quoi, on peut l'écrire en binaire. Donc toute information, on va la transférer en binaire, mais comme partout, je vais vous dire, partout on a du code binaire. Quand on va au supermarché et qu'on a un code barre sur les articles qu'on achète, on a un code barre qui est fait d'un code binaire. Noir, blanc, ça fait le code binaire.
Hein, donc c'est la même chose finalement. Simplement, quand on fait du magnétisme, le 1, 0, 1, 0, on va le faire avec aimant dans un sens, aimant dans un sens, aimant dans l'autre sens. Puis alors on va se mettre d'accord. On va dire ça par exemple, c'est un 1 pour le pôle nord et vers le bas, vers le haut, pardon, et un 0 dans l'autre sens. On aurait pu dire le contraire, en fait, il suffit de se mettre d'accord. Et alors, ça correspond à quoi cet aimant up and down? Ça correspond en fait à des zones dans la matière qu'on va s'arranger pour faire petite, si on veut stocker beaucoup d'informations. Alors évidemment, la taille de ces zones elle a diminué au fil du temps. Où tous les atomes, ça c'est des atomes que j'ai représentés, des atomes de matériaux magnétiques, c'est-à-dire qui sont susceptibles de porter une aimantation. Ce n'est pas le cas de toute la matière, hein, toute la matière n'est pas magnétique. Évidemment, on va choisir, c'est pas n'importe quel revêtement qui recouvre le disque dur, là, le disque de verre de ce disque dur. Et un 1, ce ne sera pas un gros aimant comme ça, hein, bien sûr, sinon on ne stocke rien du tout. Ce sera une toute petite zone dans la matière, à l'intérieur de laquelle, localement, tous les aimants auront leur aimantation qui pointera dans une direction ou bien dans l'autre. D'accord? Et alors, avec ça, avec que des aimants, on va être capable d'écrire toute information, tout code, toute lettre, tout caractère. Là, par exemple, je me suis amusée, pour vous rafraîchir un peu ma mémoire, je me suis amusée avec le 45 en code binaire, parce que là, vous savez, en code binaire, chacune des colonnes correspond à une puissance de 2. Donc celle-là, ça correspond à 2 puissance 0, ça fait 1, 2 puissance 2, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1, 2 puissance 1, ça fait 2, 2 puissance 2, ça fait 4, 2 fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16, fois 2, ça fait 32, et donc si je veux écrire 45, eh bien, donc combien de fois il y a 128 dans 45? 0. Donc ça correspond à 0. Donc 0, je le fais avec l'aimant, avec le pôle nord vers le bas. Donc combien de fois il y a 64 dans 45? 0. 0. Combien de fois il y a 32 dans 45? Une fois. Donc là, j'utilise mon bit 1. Voilà. Alors, 45 moins 32, ça fait 13. Combien de fois il y a 16 dans 13? 0. Combien de fois il y a 8 dans 13? Une fois. Donc, 13 moins 8, ça fait 5. Et il va rester 4 et 1 qui me permettent de faire 4 bien 5. Donc au final, 45, ça va faire 32, plus 8, plus 2, plus 1. Et comme ça, j'ai le code binaire de 45, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ok? Et ça va être pour n'importe quel... par exemple, une touche sur l'ordinateur, une lettre, un A, un B, un n'importe quoi, va lui correspondre un nombre, et qui va correspondre à ce nom un octet en binaire. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va faire de l'information. Alors, on va appeler un byte. Attention, un byte et bit, c'est pas tout à fait la même chose. Un byte, c'est 8 bits, donc c'est l'octet que j'ai défini à l'instant. Et chaque lettre du clavier, c'est un byte. Alors, par exemple, là, je me suis amusée à écrire le mot chat. Alors, le C, j'ai regardé sur mon ordinateur. Le C, ça correspond à 67 pour mon PC. Donc, quand j'écris C, lui, 67, et il comprend 0, 1, 0, 1, parce que je me suis arrangé pour rechercher le code binaire de 67. Et puis quand j'écris H, lui il comprend 72, et l'octet correspondant, qu'il écrit en binaire bien sûr, etc. etc. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc finalement, nous on récupère des octets, c'est-à-dire des bytes. En réalité, l'histoire c'est ça. Et combien de bytes? Alors si je regarde la taille moyenne d'un livre, évidemment un livre, c'est un livre, hein, mais bon, hein, on va faire de la moyenne. Un livre, c'est à peu près combien de caractères? Puisqu'un caractère, c'est un byte. Alors, j'ai été chercher taille moyenne du nombre de caractères dans un livre, et on trouve 600 000 caractères. Donc, ça fait 600 000 bytes. Donc, 600 000 kilobytes. Souvent, en parlant de kilos. D'accord? Puis après, j'ai été chercher une image ou une musique. On va dire à la moyenne, c'est à peu près pareil. Et ce qu'on trouve en moyenne, ça fait à peu près 3 mégabytes. Alors, méga, ça veut dire que j'ai multiplié kilos par 1000. D'accord? Et puis, un film, j'ai encore multiplié par 1000. Donc, chaque fois, il y a un rapport 1000 entre eux. D'accord? Et puis, alors, quand les gens ils parlent de quantité de data, ils utilisent toujours des préfixes absolument terribles, on est complètement tourné. Donc, 1 kilo, ça on sait a priori c'est 1000, ça on s'en souvient. Mais quand on parle du méga, en fait, on multiplie par 1000 la quantité de data, donc de bytes, donc de caractères. D'accord? Avec ce que j'expliquais avant. Et ensuite, par 1000, on remultiplie encore par 1000, on arrive à des gigas, par 1000, on arrive à des terras, par 1000, on arrive avec des pétabytes. Ah, j'ai oublié le S. Mais je vous laisse partout. Bon, ensuite on multiplie par 1000, ça fait des hexabytes, et ensuite ça fait des zettabytes. Et aujourd'hui, on estime qu'on a
connaissance au tableau, enfin aux informations que j'ai vues tout à l'heure sur la quantité échangée par Internet. Voilà. Alors, on revient à notre disque dur, puisque c'est ça le sujet du jour. Donc finalement, le disque dur, c'est 3 morceaux qui sont importants. Le support en verre sur lequel a été déposé un matériau magnétique, qui va être le lieu, le siège du stockage des bits et donc des bytes, avec des domaines magnétiques up ou down pour faire des 1 et des 0. Ça va être une tête d'écriture pour changer un 0 en 1 ou un 1 en 0. Finalement, c'est ça écrire. Et une tête de lecture pour savoir si on a un 0 ou si on a un 1. Voilà ce que c'est qu'un ordinateur, qu'un disque dur au départ. Alors, cette technique, elle est ancienne en fait. Hein. Les premières marques qu'on a dans la littérature d'enregistrement magnétique, c'est un certain Vladimir Poulson, c'est 115 ans, et c'était pour faire, en fait, c'est ça l'instrument, en fait, c'était pour, il avait l'idée, on était en pleine période de la téléphonie, et l'idée c'était de faire un répondeur pour le téléphone. Et donc il allait stocker les datas sur son rouleau, là, avec des zones orientées dans un sens ou dans l'autre, qui lui permettaient de récupérer quelques informations élémentaires. Voilà. Alors ensuite, on fait un gros pas, on arrive au RAMAC il y a 60 ans. Alors le RAMAC, c'était pareil, c'était cet ordinateur-là, vous voyez. La dame, elle est en train d'écrire, l'ordinateur, il est là. Alors il avait des performances absolument terribles parce qu'il permettait de stocker 3 mégabytes. Alors si vous faites la conversion avec les données plus les données disparues, ça veut dire 2 images. Hein? Il a 52 disques de 24 pouces. Ça veut dire qu'il occupe un volume de 1 mètre par 1 mètre par 2 mètres. D'accord? Il pèse 1 tonne. D'accord? Et là, le prix du gigabyte, ça correspondait à 10 000 $, ce qui veut dire, ah oui, j'ai converti en euros et en images, ça veut dire 30 000 € l'image à peu près. Alors, quand il fallait lui faire prendre l'avion, à cet élément, c'était très compliqué, vous imaginez. Voilà. Alors ensuite, il y a 40 ans, on arrive à cette IBM qui est déjà un peu plus performant, on voit le disque dur ici, enfin les disques durs ici. Alors lui, il permet de stocker 850 images, et ce qui revient à 100 $ l'image, il fait quand même 29 kg, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier à utiliser des films minces. Ça veut dire que là arrive la notion de couche mince, celle dont j'essaye de vous parler depuis le début. Alors, quand même, au niveau de ses performances, si je le compare avec un iPhone actuel, qui a une capacité de stockage à peu près de 128 gigabits, ça veut dire qu'il y aurait, pour stocker tout ce qu'on met là-dedans, il faudrait un nombre d'IBM 3380 tel que ça correspondrait à 6000 kg avec 10 millions pour un coût de 10 millions $. Voilà, juste pour faire quelques conversions pour vous donner des idées. Voilà. Donc finalement, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les orbis qu'on a créés, hein, parce que sinon ce sera un peu pénible. L'idée c'est de voir qu'en 40 ans, eh bien, on a fait des progrès absolument terribles, parce que 80 c'est quand même bien, hein. 40 ans c'est hier, quoi. Et en 40 ans, on est passé de là à là, puis sûrement encore mieux, parce que je n'ai pas fait ma vidéo hier. Et l'idée c'est que en 40 ans, on est arrivé à stocker 10 000 fois plus d'informations sur une même surface pour un coût 20 000 millions de fois plus faible. C'est quand même au niveau technologie, c'est incroyable. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres domaines du quotidien qui ont fait des progrès aussi extraordinaires en si peu de temps? Enfin, moi, je n'en connais pas, mais voilà. Alors, ça, c'est les progrès du point de vue du stockage, mais c'est aussi un disque dur, c'est aussi un défi mécanique. Hein. On ne le dit pas souvent. Au niveau micromécanique, je vous signale que là, il y a vraiment de la technologie pour que les disques tournent rapidement. Hein. En fait, ils tournent à 7200 tours par minute. Là, c'est un petit aparté parce qu'il n'y a pas que le nanomagnétisme, il y a aussi la mécanique qui a fait des progrès énormes. Alors là, c'est les caractéristiques de mécanique du disque dur. Évidemment, ça ne vous dira rien. Mais si je fais tout ça en multipliant par 1 million, eh bien, ça veut dire qu'un disque dur, c'est à peu près la taille de la région parisienne. Si je multiplie toutes mes données principales évidemment par 1 million, la tête de lecture, c'est à peu près la taille d'un A380. Sa vitesse, c'est à peu près tournée à 3000
km par seconde, c'est-à-dire quand même 1 centième de vitesse de la lumière, au-dessus de Paris, à 1 cm au-dessus du sol, pour aller voir, détecter des objets qui font 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm, et en faisant 1 milliard de détections par seconde. Donc vous voyez qu'au niveau de la mécanique, c'est un exploit technologique aussi. Mais ce n'est pas le sujet que je vais traiter aujourd'hui. J'en reviens au stockage magnétique. Donc un disque dur, aujourd'hui, c'est ça, vu avec un dessin un peu plus moderne que celui d'avant. Alors, c'est donc une surface de verre sur laquelle on a un dépôt métallique magnétique qui comporte des domaines. Vous voyez, j'ai représenté là, des domaines avec certains en alimentation dans un sens, d'autres en alimentation dans l'autre sens. Donc à la surface, j'ai représenté en rouge quand on a le pôle nord vers le haut, et en bleu quand on a le pôle nord vers le bas, et donc le sud en haut. Voilà. Alors, ce sont ces alternances de zones bleu-rouge, c'est-à-dire là je vais avoir, qui vont faire les bits, hein. Là je vais avoir un 0 avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ou plusieurs selon la largeur de la zone traversée. Ici j'ai un 1, là j'ai du 0, là j'ai du 1. Hein, c'est comme ça qu'on va dire le truc. Alors comment marche la tête d'écriture? Alors la tête d'écriture, historiquement parlant, en fait c'est assez simple, hein. Historiquement parlant, alors c'est une manip que j'ai fait tout à l'heure à l'atelier. Vous avez dû me voir, pour ceux qui m'ont vu, mais comme j'ai vu tellement de mots, je ne sais même plus qui j'ai vu. Vous avez vu tout à l'heure que quand on met un courant dans une bobine, on crée un champ magnétique. Ok? Et bien en fait, une tête de lecture, c'était ni plus ni moins que cela dans les premiers ordinateurs. Et quand il passait au-dessus d'un bit dans un sens ou dans l'autre, en fait, ça faisait retourner le bit, si on voulait passer d'un 1 à un 0 ou d'un 0 ou à un 1. Le courant dans la bobine crée un champ magnétique avec la règle de la main droite dans un sens ou dans l'autre, et ça retournait donc localement la zone considérée, l'aimantation de la zone considérée pour écrire un 1 ou un 0. Donc c'était vraiment rudimentaire, c'est vraiment la physique classique ça. Et pour la tête de lecture, c'était quoi? Encore une fois, un résultat de physique classique. C'était ce que j'ai montré là. Tout à l'heure, j'ai montré que quand on a une boucle fermée, vous vous souvenez de cette manip? Quand j'ai une boucle fermée, ça c'est une bobine, hein, et que j'ai un aimant, ça c'est juste un détecteur de courant, eh bien je fais passer, vous voyez, on voit quelque chose là? Voilà. Si je fais passer, vous voyez en fait ce qui bouge là, parce que je ne peux pas tout tenir à la fois, ça c'est la tête de lecture, ça c'est le disque. Le disque il tourne, je viens de l'expliquer qu'il tourne, donc il va passer, vous voyez là le truc? On voit quelque chose là? Oui. Ouais, là je ne sais plus comment on doit faire les jeux. Voilà, l'idée c'est que ça c'est la tête de lecture, donc ça c'est fixe. Et le disque il tourne à toute berzingue là devant. Et donc, vous voyez, l'aiguille quand elle bouge, évidemment, le domaine magnétique il ne traverse pas la tête de lecture comme je l'ai montré tout à l'heure. Je ne racontais pas les mêmes choses tout à l'heure. Là je suis en train de parler de lecture. Donc ça c'est les informations stockées sur le disque. N'empêche que si là j'ai un 1 et là j'ai un 0, j'ai des lignes de champ qui naissent de ce domaine avec le pôle nord orienté vers le haut. Je vous ai montré les lignes de champ tout à l'heure. Mais je vous ai expliqué qu'elles étaient toujours fermées. Donc là, il se passe quelque chose au-dessus du domaine magnétique où j'ai du 1, que je ne vois pas avec mes yeux, mais que la boucle fermée va voir. Et donc, quand je passe, vous voyez, quand je passe dans un sens, juste à proximité, vous avez vu, ça a un micron, je suis pas un micron, de la boucle fermée, il y a création d'un courant dans un sens, et si maintenant c'est l'autre pôle, parce que j'ai un 0 à lire, qui passe sous la tête de lecture, pardon, et bien j'ai création d'un courant dans l'autre sens. Oui. Et alors, quand il y a plusieurs 0, plusieurs 1, c'est parce que c'est la vitesse, il connaît la vitesse et donc il... Ouais, c'est ça, il connaît la séquence, et ça c'est tout à fait, il connaît le rythme, la fréquence auquel il doit trouver toujours un nouveau bit. Et du coup, quand il y en a plusieurs qui sont dans le même sens, ça fera plusieurs 1, 1, 1, et vous dites 1. Alors ça, c'est la technique, merci, ancienne. Et à un moment, dans les années 90, on a rencontré un problème avec la tête de lecture. En fait, les physiciens qui travaillaient sur les disques, en fait, vous voyez, il y a 3 communautés de chercheurs là-dedans, dans ce que je vous raconte. Il y a la communauté des chercheurs qui travaillent sur le stockage des data sur les disques, il y a celle qui travaille sur les têtes de lecture, et il y a celle qui travaille sur les têtes d'écriture. D'accord? Alors, tout le monde travaille. Après, on est bien. Ok? Mais à un moment,
physiciens, ceux qui travaillaient sur les têtes de lecture rencontraient plus de difficultés que ceux qui travaillaient sur le support. Et en fait, ils étaient arrivés à ce moment-là à faire des domaines up-down qui faisaient le 1 et le 0 tellement petits par rapport aux boucles que faisaient les gens de la tête de lecture, que la boucle la plus petite qu'on pouvait faire, elle lisait 3 ou 4 bits d'un coup. Parce que si elle devait devenir aussi petite que la taille du bit qu'on était capable de faire, et ben en fait, on n'était plus capable de lire le courant créé dans la boucle. Il était trop petit. D'accord? Donc à ce moment-là, si on regarde les courbes qui montrent l'évolution des capacités des disques durs au cours du temps, on voit bien que dans les années 90, on a marqué un palier. Parce qu'on ne savait pas faire les meilleures têtes de lecture. Donc il nous fallait de la technologie. Et c'est là que les physiciens des couches minces sont arrivés. Ah, alors oui, là je parlais j'ai parlé, excusez-moi, j'ai fait un parler. Là j'ai parlé des physiciens, des chercheurs qui travaillent sur les secteurs pour faire des 1 et des 0 sur les disques. Et donc vous voyez, là, ça répond à votre question. Voilà une photo de microscopie d'un matériau magnétique sur un disque. En fait, c'est des grains magnétiques. Et dans les grains, il y a de la cohérence magnétique. Et il y aura une taille élémentaire pour faire, enfin, une fréquence, du coup, qui correspond à la taille d'un bit. Et quand on en aura une zone où les notations est dans le même sens, plus large, et on en dira, enfin, la tête de lecture, on dira que c'est 3 bits à la côté de l'autre. Et donc là, vous voyez la taille d'un bit à l'heure actuelle. 1 bit, hein. À l'heure actuelle, là, je vous ai mis les chiffres aujourd'hui, c'est 10 nanomètres, donc 10 nanomètres de DTP par 50 nanomètres pour la piste. Alors là, c'est beaucoup de physique, hein, je veux dire, c'est pas facile de faire ça. Hein. C'est très très difficile, là, il y a des gens qui bossent depuis 40 ans là-dessus. Et en fait, on croit que c'est juste un dépôt métallique sur du verre. En fait, t'entends, hein, voilà la couche. Voilà, ça c'est la structure, alors je ne dis même pas ce que c'est, parce que ça, nous on fait pas, hein, sinon on fait des têtes de lecture, c'est des têtes de lecture dont je vais parler plus. Mais ça, vous voyez bien, c'est un travail de ouf. D'accord? C'est des empilements avec des couches extrêmement minces et qui arrivent juste à la couche terminale, recouverte par un peu d'or, qui va pouvoir être capable de stocker cette information. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? Et là, il y a des gens avec lesquels j'ai fait la manip tout à l'heure, mais je ne sais pas qui. En fait, j'avais mis plusieurs boussoles sur la table, les uns à la suite des autres. Une boussole, c'est un domaine magnétique, c'est une émotation. Et j'avais fait bouger une première, et là, en voyant que l'on entend bouger une, je faisais bouger les copines. Je ne sais pas avec qui j'ai fait ça. En fait, il y a de l'interaction entre les petits domaines magnétiques. En fait, c'est très difficile quand on a plusieurs aimantations posées les unes. Il y avait mon réseau de boussoles là-bas aussi, vous avez dû voir. En fait, on voyait bien qu'elles n'étaient pas indépendantes. Des boussoles l'une à côté de l'autre, ça veut dire des aimantations toutes serrées là, les unes à côté des autres. En fait, il y a de la corrélation entre les aimantations des unes et des aimantations des autres, bien évidemment, puisqu'il y a des lignes de champ qui doivent être fermées. Donc quand on en tourne une, on modifie carrément toutes les lignes de champ, et du coup, ça retourne les copines d'à côté. Donc fabriquer un matériau où on a de la stabilité comme ça, et on est capable de faire des domaines très 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 petits, et que quand on veut écrire ici un 1 à la place d'un 0, et puis faire retourner les deux là, on retourne par les voisins d'à côté, et bien c'est très difficile, et c'est de la recherche de haut niveau. D'accord? Voilà, alors ça c'est un secteur de recherche. Évidemment, vous voyez toutes les couches minces, ça c'est pas fait à Nancy, mais c'est fait dans une structure du type tube d'eau, exactement sous ultraviolet, tout ce que je vous ai dit avant. Il faut imaginer que c'est un peu comme une sphère. Au moment où vous écrivez un 0 ou 1, la sphère va se retourner, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que là, vous avez le matériau magnétique qui n'a pas été soumis à la tête de lecture. Vous voyez? Alors, il est en nuance de gris. C'est-à-dire qu'il y a une aimantation uniforme. J'ai raconté l'histoire du domaine tout à l'heure. Il y a une aimantation uniforme à l'intérieur du domaine, du grain. On appelle ça des grains, là. 5 à 6 nanomètres de diamètre. C'est-à-dire que tous les petits atomes qui sont dans le grain, ils ont la même orientation. Mais d'un grain à l'autre, on n'a pas la même orientation. D'où les nuances de gris au microscope à force magnétique. Et là, on a fait passer la tête d'écriture, c'est la piste. Et donc, par un champ, on va voir produit comment. Là, je vous ai dit que dans la préhistoire, c'était du champ produit par ça. Après, on va voir mieux que la préhistoire. Peu importe la technique, toujours est-il que localement, ça veut dire qu'on a été capable de produire un champ pour retourner toutes les aimantations dans la zone là. Évidemment, c'est cadencé avec la vitesse de rotation du disque, dans un sens, plus dans l'autre. Mais on ne sait pas, vous voyez qu'un bit, ça fait un certain nombre de grains. Voilà, on pourrait les compter.
Pour l'instant, on ne fait pas un bit avec un grain, et encore moins un bit avec un atome. Ça, on ne le fera jamais, vraisemblablement, parce qu'on a d'autres problèmes, c'est avec calcul qui va rentrer en action, et ça, on ne le fera sûrement, vraisemblablement, jamais. Mais vous voyez qu'un bit, même avec les tailles actuelles, ça reste un ensemble de grains, pour lequel on retourne en même temps, pour lequel il faut de la cohérence à l'intérieur. Et là, on a des lignes de champ, vous voyez là, si c'est un grain comme ça va faire des lignes de champ qui font comme ça. Comment est-ce qu'on est sûr de la cohérence des atomes au sein du grain? Ah, bah ça, c'est des techniques de... Enfin, c'est pas la cohérence des atomes. La cohérence de l'aimantation des atomes au sein du grain. Voilà. Et bien ça va être par de l'analyse de ce matériau par MFM, la microscopie à force magnétique, avec des pouvoirs de résolution qui sont bien meilleurs que celui-là. Là, le but, c'était pas d'aller examiner un grain et l'alimentation d'un grain. Le but, c'était de matérialiser une piste écrite pour vous la montrer. D'accord? Mais si maintenant je vais étudier l'aimantation pile poil de ce grain ou de cet autre, eh bien, je vais faire autrement. Je vais faire de la microscopie à force magnétique, ça veut dire que ma couche mince, sous ultravide dans les chambres, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ça c'est la clé de tout, eh bien, je vais la regarder avec une pointe magnétique qui a, le bout de la pointe, c'est un atome. D'accord? C'est comme le STM, mais avec une force magnétique en plus. D'accord? Et donc, selon l'aimantation du bout de la pointe, eh bien, la matière en dessous, elle va réagir autrement. Et donc, on va pouvoir reconnaître la répartition des aimantations à l'intérieur du grain. Mais si vous voulez, ça va être une étude préalable, une étude matériaux préalable à écrire. Enfin, moi, je saute les étapes, en fait. Ok? Alors, ensuite, on veut faire une tête de lecture. Alors, nous y voilà, notre tête de lecture. Alors, c'est là qu'on a le fameux matériau que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai parlé du tube. Et c'est ça qui va faire la tête de lecture. Alors, comment ça marche? C'est ça qui fait la tête de lecture. Alors, comment ça marche? Je note tranquillement à magnétorésistance d'iode. Finalement, c'est ça. Ça, c'est une maquette. Alors, vous voyez, on retrouve, hein, ça, c'est le substrat, le support d'oxyde de magnésium. Il est là. Ensuite, là, j'ai une couche de fer. Je l'ai mis en rouge, le fer. Bon, ici, en fait, dans la vraie vie, c'est fer vanadium. Si vous voulez, je vous dirai pourquoi, mais là, c'est pas le fer. Ensuite, là, il y a une autre couche de fer, et elle est séparée, les deux couches de fer sont séparées par une couche très mince d'oxyde de magnésium. Ici, là, vous avez l'autre fer. Alors, lui, il a un peu de cobalt dessus, je vous dirai pourquoi aussi après, si ça vous intéresse. Et puis, ensuite, on a mis de l'or pour protéger l'oxydation et de la pollution de l'air. De toute façon, on recouvre toutes nos couches toujours d'or, de platine, de tout ça, parce que vous voyez bien qu'on est toujours sur des empilements infiniment minces, donc dès qu'on les sort à l'air, ils sont pourris en... On n'a même pas le temps de les voir, quoi. Ils sont tout de suite pourris, c'est-à-dire oxydés par l'air. Donc on recouvre toujours tout ce qu'on fait. Voilà. Alors, comment ça marche ce truc? Comment est-ce que cet objet peut être une tête de lecture? Beaucoup plus performante que la boucle de courant que j'ai montrée tout à l'heure. Et pourquoi ça va révolutionner notre lecture de l'information sur le disque dur et permettre, en fait c'est ça qui va permettre tous les progrès et les quantités de data complètement exorbitantes que j'ai montrées tout à l'heure. Et d'ailleurs ça, c'est ce qui va faire le prix Nobel d'Albert Ferth et de Peter Grünberg. Alors Albert Ferth, quand même, c'est un Français, on peut dire qu'il y a un Français qui a un prix Nobel. C'est le deuxième prix Nobel de France en physique, en magnétisme, pardon, en 2007. Alors, la découverte, c'est intéressant ça, parce que ça fait parler du temps de la science. En fait, les germes de cette découverte sont dans la thèse d'Albert Ferth en 70. C'est les germes. Sauf qu'il a l'idée, et il ne peut pas faire la manip, parce que toute la technique que je vous ai montrée tout à l'heure avec le tube, l'ultravide, les couches minces, infiniment cohérentes, machin, et bien ça n'avait pas fait. Donc l'idée elle est restée en germe. 90, on sait faire des couches monocristallines parfaites, tout ce que je vous ai montré, on sait faire. Et là, il revient à des travaux de thèse qu'il a eus au début de sa vie. Et là, de sa vie de chercheur. Et là, il découvre un truc. Voilà. Le début, c'est... Vous voyez, j'ai mis un cache noir, pourquoi? Parce que le début des manips, c'est 90, donc là, et là, l'empilement, il fait que ça. C'est-à-dire que c'est le substrat, ah ben j'ai perdu ma photo, c'est le substrat, voilà,
c'est le substrat, juste la première couche. Ok? Après, la suite, ça vient après. Mais moi, je vous raconte les choses dans l'ordre. Alors, ça, c'est une couche de fer. On a dit que le fer, il est magnétique. Donc, une couche de fer, même si elle fait que quelques champs atomiques, elle porte une aimantation. D'accord? Donc voilà, elle porte une aimantation. Et là, il a l'idée d'envoyer un courant à travers son échantillon. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a sorti, il a recouvert avec de l'or, il envoie un courant au travers de l'empile. Un courant, c'est quoi? C'est un courant électrique, hein, là, qui nous éclaire. C'est quoi? C'est un flux d'électrons. C'est des électrons. Sauf que quand on fait le courant, on s'intéresse à la charge de l'électron. D'accord? Mais lui, Albert, il pense à autre chose. Il sait que chaque électron porte également un tout petit moment magnétique quantifié. On le sait depuis 1929, ça, 28. C'est le spin de l'électron. Donc chaque électron, en fait, c'est une toute petite boussole. D'accord? Une toute petite, pas grosse comme ça, toute petite, qui est quantifiée. Elle est ou dans un sens ou dans l'autre. On dit up et down. Alors quand on fait du courant électrique pour s'éclairer, pour le pépin et tout à la maison, en fait on ne se sert pas de la propriété magnétique de l'électron. On voit l'électron que comme une charge et on utilise sa charge. Sauf qu'un électron ce n'est pas qu'une charge. D'accord? Et alors, Albert Fert, et puis son équipe, hein, vous n'êtes pas tout seul, hein, puis en plus en Allemagne ils ont trouvé la même chose au même moment. Comme quoi la recherche c'est pas un hasard, parce que c'est toujours un mouvement qui se fait. Ils envoient un courant au travers de l'échantillon. Alors vous voyez, moi vous voyez peut-être pas tous, mais là j'ai décidé des électrons. En fait, je veux dire que c'est les électrons, c'est des charges, mais c'est aussi des spins. Et le courant, c'est un mélange de spin up et down, complètement désorganisé, sauf que ils sont quantifiés ou dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils trouvent à la sortie? Que des électrons dont la propriété magnétique, c'est-à-dire le spin, est dans le sens de l'aimantation de la couche de fer. Alors après ça, évidemment, il retourne sa couche de fer. Et qu'est-ce qu'il observe? Le courant de sortie dans le sens. Autrement dit, il a fabriqué quoi? Il a fabriqué un filtre à électrons. Un filtre, hein, vous connaissez tous le principe d'un filtre à la cuisine. Eh bien, il filtre, il a ses électrons, il a deux populations d'électrons, ils sont rouges ou ils sont verts, ils ont le spin dans un sens ou le spin dans l'autre sens. Quand je dis rouge et vert, c'est une image, hein, c'est pour rigoler. Et lui, avec son fer extrêmement mince, parce que si là je mets un clou de fer ou un machin de la sidérurgie bien éprise, cet effet-là n'existe pas. Ça, c'est un effet d'infiniment petit, c'est un effet de mécanique quantique. D'accord? Et donc, il va filtrer ses électrons. Il faut tourner le filtre sans arrêt. Quoi? Avec une couche, du coup, il faut le tourner sans arrêt si on veut. Oui, mais il ne va pas s'arrêter là. Alors après, il se dit, et si je mettais d'autres couches? Attendez, excusez-moi. Juste avant de rajouter d'autres couches. Sur la première couche, j'ai compris tout à l'heure qu'il y avait une notion de cohérence, de cohésion, Ouais. à l'assemblage, à la formation de la monocouche. Ah oui, oui, Et là, on parle, cristalline. mais là, on parle de l'état magnétique. Oui. Euh, C'est-à-dire que là, je suppose qu'on a été capable de faire des monocristaux et qu'on a été capable de les- d'avoir de la cohérence cristalline. Vous voyez, j'ai fabriqué un empilement, il est parfait. Donc je suppose, tout ce que j'ai raconté sur le tube, ultraviolet, machin, c'est pour ça que j'ai dit avant de parler de magnétisme. Je suppose que je suis capable de le faire. C'est pour ça qu'il s'est passé 20 ans. Parce que ça veut dire bien déposer, bien Ah construire oui, le oui, dépôt faire et tout. l'alignement. Voilà, tout le bazar que je vous ai raconté, ça a mis 20 ans pour maîtriser la chose. D'accord? C'est vraiment les premières monocouches vraiment parfaites, dans la littérature, on les trouve vers 87-88. C'est les premières. Voilà, donc je suppose que c'est acquis maintenant. Je m'appuie là-dessus. Alors, une fois qu'il a su faire ça, il se dit, eh ben, je vais continuer en rectiligne. Et je vais mettre une deuxième couche de fer. Alors, la deuxième couche de fer, elle a aussi une aimantation, bien sûr. Alors, de deux choses l'une. Pardon, excusez-moi. Ou bien elle est dans le même sens, ou bien elle est à l'envers. D'accord? Elle est antiparallèle, ou parallèle ou antiparallèle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'envoie un courant, il contient des électrons up and down. D'accord? Après, la première couche,
il ne reste plus que les électrons, alors j'ai mis la couche vers le haut, il ne reste plus que les électrons vers le haut, puisque la première couche de fer a filtré les électrons. Et la deuxième couche est vers le haut aussi. Donc elle laisse passer. On est d'accord. Et si la deuxième couche est à l'envers, eh bien, elle bloque tout. Il ne peut rien passer, puisque elle ne permet de passer que les électrons qui ont l'utile vers le bas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fabriqué, Albert Ferta et toute son équipe et toute la communauté à l'époque? Ils ont fabriqué un interrupteur à électrons, puisque là, le courant, il passe pas, et là, il passe. Quand on a un truc qui fait passer le courant ou pas passer le courant, ça s'appelle un interrupteur dans notre quotidien. Sauf que cet interrupteur, il ne va pas agir avec une pression du pouce, j'allume, j'éteins. Il va agir en fonction, il va allumer ou éteindre, faire passer ou pas le courant, en fonction de l'alimentation réciproque des deux couches. Voilà, ça c'est déjà un résultat. Mais maintenant, il faut arriver à différencier les aimants des deux couches. Parce que si j'amène un gros aimant comme ceux que j'avais tout à l'heure, et ben dans un sens, si j'amène un aimant dans un sens, les deux couches elles seront dans un sens. Et si j'amène l'aimant dans l'autre sens, les deux couches elles vont flipper. Donc ça ne va pas avancer chez lui. Il faut fabriquer une technique qui fait qu'on arrive à faire flipper une aimantation indépendamment de l'autre. Et c'est là qu'interviennent les autres éléments qui sont dans les couches de fer. Vous voyez la couche du haut, on a rajouté du cobalt. Alors en fait, la couche du haut, c'est pas du fer pur, c'est fer cobalt. C'est une couche de fer avec une fer. C'est pas de l'alliage. C'est une couche de fer avec une couche de cobalt par-dessus, parce que le cobalt, il a comme propriété de bloquer l'aimantation de la couche. Ça veut dire que celle-là, elle est bloquée pour toute la vie. D'accord? Et l'autre, c'est un alliage aussi de fer-vanadium. Alors le vanadium, mélangé à du fer, il a pour effet de rendre le fer très sensible à l'environnement. C'est-à-dire que le fer, eh bien, mélangé à du vanadium, il va flipper en fonction de l'environnement qui est du champ magnétique qui est autour de lui, pour un oui ou pour un non. Et donc si maintenant je veux lire l'information, oh non, j'ai cassé mon tour. Je ne pouvais pas faire. Bah tant pis, il va pas refaire du courant. Voilà. Vous voyez, là j'ai stocké 45. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait 45. Vous vous souvenez de 45 Voilà. 0, 0, 1, 0, machin. Voilà. Donc ça, je veux lire 45. Là j'ai une table de lecture. Ok. Alors, le fer vanadium là, il suffit de l'aimantation du champ magnétique produit par un bit pour le faire tourner. D'accord? Donc là, il voit un 0, plan. Il flippe comme ça. On envoie un courant en parallèle à travers la couche. Rien ne passe. Rien ne passe. Lui, le 1, plouf, il fait retourner la couche. Ça passe. 0, plouf, ça ne passe pas. 1, plouf, ça passe. Ça passe. Là, ça passe pas. Etc. Et le 1, ça passe. Et voilà comment j'ai fabriqué une tête de lecture qui a la précision des bits que je suis capable d'écrire, des tout petits bits que je suis capable d'écrire actuellement sur une tête d'écriture. Et voilà ce qui a fait le prix Nobel d'Albert Ferta, de Peter Friedman. Alors pourquoi un prix Nobel? Un prix Nobel, c'est toujours un beau résultat de physique, de bio, de n'importe quoi, un beau résultat de science, mais qui touche l'humanité. Parce qu'un beau résultat qui n'a pas beaucoup de conséquences pour tout le monde, voilà. Là, c'est un résultat qui a des conséquences. Alors vous voyez, quand je vous raconte l'histoire des sciences, c'est rigolo parce qu'avec le Covid, là, ça nous fait rire maintenant. Vous voyez, la science, elle a besoin du temps. De 70, il fait sa thèse. Il découvre, enfin, il a une intuition. 90, il commence les manips. Pour arriver de la première couche à tout l'empilement machin, il s'est passé au moins 10 ans. Hein. Voilà, 2000, on arrive à de la couche à peu près plausible, enfin, bien structurée. Et 2010, on a tout ça dans nos PC. Et 2007, il a le prix Nobel au passage. Voilà, c'est à peu près ça le temps de la science. C'est pas en un quart de... Voilà. Alors ça, c'est les têtes de lecture actuelles. Et puis, ouais, alors ça dit la même chose, voilà. Alors les têtes d'écriture. Vous croyez que c'est bien mes têtes d'écriture, là? Ça, non, ben non, ça c'est la préhistoire, c'est moche comme un bout. Et surtout, non seulement c'est moche, mais en fait ça consomme énormément d'électricité. Et là,
Vous avez compris avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. L'objectif numéro 1, c'est plus seulement comme il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé, que je faisais ma thèse, où on disait il faut stocker toujours plus et que ça coûte toujours moins cher. En fait, non. Maintenant, c'est oui pour les dollars, mais c'est surtout qu'il faut que ça consomme le moins possible. Parce qu'avec la quantité de data que je vous ai montré tout à l'heure, si on consomme, on est mort. Or, avoir besoin de courant pour fabriquer un champ magnétique, mais au niveau de la quantité d'électricité, c'est terrible ça. Donc en fait, ça ne va pas du tout, cette tête d'écriture. Alors que la tête de lecture de là, ça, c'est complètement génial, hein, ça. En fait, j'ai oublié de vous dire pour le magnétisme. Non, pour l'électricité, c'est complètement génial. Parce que le flip, là, c'est constitutif à la matière. Ça s'appelle un nouveau matériau. Parce que la propriété que je viens de vous raconter, elle n'existe pas dans la nature. Ça n'existe pas naturellement. Ça n'existe que par la cohérence cristalline. Un monocristal avec un empilement de couches, comme il faut bien, deux matériaux différents, avec le bon nombre de couches. Parce que par exemple, là, le MGO, si on fait 5 plans, ça marche. Si on met 6 plans, ça ne marche pas. Enfin, ouais. Et ça s'appelle un nouveau matériau. Et sa propriété de magnétorésistance géante, ça s'appelle comme ça, elle est constitutive au matériau. Donc ce n'est pas un objet qui va consommer de la puissance. On va juste lui mettre un tout petit courant au travers, pas, ça suffit. Ça nous suffit à transformer le codage magnétique de l'information sur le disque dur en codage électrique, courant, pas de courant. Mais la problématique, elle n'est pas la même pour la tête d'écriture. Alors en ce moment, ce qu'on fait au labo, c'est ça. Ça, mon équipe de recherche, elle travaille là-dessus en ce moment. Et on essaye de faire. On essaye de ne pas utiliser de champ magnétique pour écrire l'information. Alors vous allez me dire, c'est complètement truc ça. Parce que je veux stocker de l'information avec des 1 et des 0 et je veux le faire sans utiliser le champ magnétique. Bah oui, parce que dès qu'on utilise un champ magnétique, ça veut dire qu'on utilise un courant et ça veut dire qu'on consomme de l'énergie. Alors, à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de l'infiniment court, donc là aussi, pour faire cette découverte, on avait besoin d'attendre les progrès du laser. Par exemple, en 2010, ce que je vais vous dire, ça n'aurait pas pu marcher. Parce que les lasers, oui, parce qu'on va essayer d'écrire de l'information sur un disque. Vous voyez, ça c'est une vue d'artiste, ça c'est notre support. Là, c'est les zones où on va stocker de l'information. Up, down, up, down. J'ai mis en noir quand c'était down, en gris clair quand c'était up. Et on va essayer de retourner ces aimantations, donc les tout petites aimantations dans la matière, par de la lumière. Par de la lumière, par des flashs laser. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle de l'infiniment petit et de l'infiniment court, la polarisation de la lumière, parce qu'en fait la lumière, on peut voir une analogie finalement entre la lumière et le spin. La lumière, elle est polarisée à droite ou à gauche, comme le spin de l'électron qui est up ou down. Et quand les temps sont infiniment courts et les distances infiniment petites, et tout est infiniment small, quoi, eh bien, on observe une interaction entre de la lumière, des flashs de lumière polarisée que l'on envoie sur la matière et qui sont capables de retourner une zone d'aimantation de up à down ou down à up. Voilà. C'est ça ce qu'on fait maintenant en ce moment. Vous voyez, quand le laser il tape, ça donne l'énergie suivante pour faire le flip et retourner. Mais alors là, l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1, c'est la chaleur. Parce que vous savez tous que le laser, ça chauffe. Et donc, dans les années 2010, les pulses laser les plus courts qu'on faisait, c'était 10-9, 10-10 secondes. Donc là, ça ne marchait pas parce que ça fait de la chaleur, 10-10 secondes. Et donc, quand on dit de la chaleur, ça veut dire qu'on va casser l'ordre magnétique, puisque là, les spins, ils vont se mettre à faire n'importe quoi. Donc, actuellement, maintenant, depuis très peu de temps, on sait faire des lasers peu pulsés, hein, juste des petits flashs comme ça, de 10-16 secondes. Ça, c'est terrible. Et avec 10-16 secondes, on arrive à faire du retournement de l'aimantation uniquement par la lumière et pas par la chaleur, parce que de toute façon, la chaleur, elle nous fait perdre l'information stockée, quoi, hein, puisque ça va flipper n'importe comment. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est la manip filmée. Ça, c'est la manip qu'on a faite. Donc, c'est de la photo du film de microscopie à force magnétique. On a fait comme IBM parce qu'on était assez fiers de nous. Alors, on a écrit IGL parce que c'est Institut dans l'amour. Vous voyez, là, c'est une zone up et on écrit down, ou au contraire. Et là, c'est une zone down et on écrit up. Et c'est seulement le laser qui nous fait retourner le bout de la pointe. Oui, ça, c'est une très très belle expérience. Ça fait intérêt. Voilà. Et IBM, ça veut dire qu'on fasse un peu comme IBM. Voilà. Et puis, voilà.
Alors, grâce à ces progrès de la science super archi énormes, vous avez vu dans tous les domaines, des scientifiques qui sont pliés en quatre de tous les niveaux, on a fait faire des progrès énormes à la société, et pourtant, est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Et pourtant, on a... Parce que, en fait, c'est comme quand les constructeurs de voitures, ils font faire des progrès énormes en voitures qui les rendent plus légères, et pour consommer moins d'énergie, et en même temps, ils les alourdissent, ils fabriquent des SUV qui sont énormes, et ça consomme plus de temps. Ben, nous, c'est pareil. On fabrique des dispositifs pour faire stocker toujours plus, et surtout avec moins d'énergie, et en même temps, on va avoir une multiplication des supports, développement de l'Internet des objets, développement de l'intelligence artificielle qui vont multiplier la quantité de data stockée par un facteur que je maîtrise même pas. Voilà. Et donc, ça encourage finalement le stockage des data, alors qu'il y a un coût énergétique, il y a un coût matériel. Un téléphone de 200 grammes, c'est 70 kg de matière première. Production d'1 milliard de téléphones par an, c'est 70 millions de tonnes de déchets électroniques en 2018 du moins. Et en 2015, 5% de la consommation électrique mondiale est pour le stockage des data. Et alors, si on fait une extrapolation, qui bien sûr est fausse, mais c'est pour donner des idées, de la consommation électrique, c'est-à-dire, vous voyez, la croissance que je vous ai parlé tout à l'heure, de la consommation électrique, en supposant qu'on produise toujours autant d'énergie par an, eh bien, à l'horizon 2040, on a 100% de l'électricité produite par an qui est consommée par le stockage des data. Donc là, on se dit, il y a un petit souci. Voilà. Et puis alors, évidemment, les téléphones, ça utilise des produits auditoires, ça pose des problèmes sociaux, enfin, vous voyez. Et alors, au niveau énergie, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression, quand on fait du Google ou machin, qu'on consomme rien, on dit on est propre, on n'imprime pas sur un papier, on est propre. N'empêche que, en 2015, les chiffres un peu vieux, mais enfin, bon, on peut donner une idée, Google consommait en énergie par an autant qu'une ville aussi énorme que San Francisco. Voilà. Donc tout ça pour dire que, eh bien, faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, et puis que la sobriété numérique, ça faut peut-être y réfléchir aussi. Voilà. Alors, on travaille. Voilà. Alors. Là, c'était complètement la perspective. Alors, donc là, je cite. Alors, on fait des exploits, mais bon, au niveau consommation, on n'est toujours pas aussi bon que notre cerveau. Alors, là je cite une expérience que j'ai en 2017. Et pour faire cette expérience, donc là, c'est la machine qui avait battu l'homme. Et là, la machine avait consommé 20 MW, et pour l'instant, notre cerveau, il consomme 20 watts. Autrement dit, pour continuer, eh bien, on pense de plus en plus à l'ordinateur neuromorphique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, vous voyez, cet empilement, c'est-à-dire ça s'appelle une jonction tunnel magnétique, ça c'est déjà la brique élémentaire. Mais c'est une brique élémentaire qui va permettre, vous avez vu, quand les aimentations elles sont dans le même sens, le courant y passe, et quand c'est opposé, ça passe pas. Enfin, c'était l'autre, là ça passe pas, là ça passe. Donc en fait, finalement, on peut se servir d'un empilement comme ça, ça s'appelle une brique élémentaire, du coup, là, finalement, on va plus loin que ce que je vous ai raconté, et ça nous donne, on dit que ça fait un 1, et ça fait un 0. Finalement, c'est plus l'aimant qui devient, là, je vais plus loin, là, je vous fais la recherche qu'on est en train de faire. Là, c'est la brique élémentaire, parce qu'en fait, ça, c'est une réflexion sur la structure, comment fait le cerveau pour arriver à stocker en dépensant si peu d'énergie par rapport à ce que nous, on est capable de faire. Eh bien, c'est parce que, une des analyses, il y a plein de raisons, mais il y a une des analyses qui consiste à dire que nous, dans mon PC, eh bien, on a la zone disque dur qui va faire les calculs et on a la zone de stockage. Et en fait, les allers-retours entre la zone de stockage et la zone de calcul, ils prennent énormément de temps. Et donc, ça limite et ça consomme énormément d'énergie. Alors que, quand on regarde comment fonctionne le cerveau, eh ben, on va avoir les synapses qui vont être les zones de stockage, en fait, qui sont mélangées au milieu des neurones. Et donc, en fait, on a les neurones et les synapses qui sont étroitement liés et aux mêmes positions. Et donc, l'idée dans l'ordinateur neuromorphique, c'est de fabriquer... Alors, la synapse, c'est le lieu de stockage. Donc, finalement, c'est up and down. Mais up and down, qu'on ferait non pas avec de l'aimant comme là, enfin, ou du domaine magnétique,
mais qu'on ferait par des briques élémentaires qui sont un empilement à jonction tunnel passant ou pas passant. Ça ferait up and down. Et c'est dans ces empilements qu'il est très facile de retourner en up and down, et plus facile à retourner qu'un domaine magnétique élémentaire, serait l'équivalent des synapses, c'est-à-dire des zones de stockage, puisque ça fait du 1 et du 0, qui seraient inorganiques, bien sûr, qui seraient stockées, qui seraient insérées dans les zones de calcul. C'est ça, en fait, de l'ordinateur neuromorphique. Et donc, finalement, c'est pour ça que j'ai dit, quand la spintronique s'inspire du cerveau, c'est-à-dire quand la spintronique essaye, enfin, ça c'est un résultat spintronique, le cerveau, on va essayer d'utiliser ce résultat pour essayer de créer une structure qui ressemble, qui se rapproche à celle du cerveau, pour essayer d'être aussi performant en consommant moins d'énergie, pour essayer de contrecarrer ce bilan dramatique du dernier transparent. Non, c'était pas ça. Là, le bilan du bas. Parce qu'on interprète cette différence de consommation d'électricité, c'est très dramatique, hein, par la consommation induite par les allers-retours entre les zones de stockage et les zones de